J'étais en débat à Bobigny il y a un mois à peu près sur les auxiliaires de vie sociale et à la sortie, il y a un gars qui me remet son bouquin qui est là, La sobriété gagnante, avec une dédicace à l'intérieur. Je remercie, tout ça, je dis oui, je vais regarder. Je regarde toujours, mais souvent, c'est l'histoire du grand-père aviateur, c'est un retraité qui tient à me délivrer sa vérité sur la monnaie, enfin, il y a des tas de trucs comme ça, mais toujours par esprit de curiosité, je jette un coup d'œil. Et là, j'accroche à fond. En fait, je trouve que c'est un livre majeur. Voilà. Et donc, le jeune gars qui m'avait remis le bouquin, c'est toi, Benjamin Brice. Tu as été élève d'une haute école de commerce, l'ESSEC. Maintenant, tu es docteur en sciences politiques et tu publies à compte d'auteur. Normalement, on se méfie d'autant plus quand c'est à compte d'auteur. Ton premier livre, La sobriété gagnante, bon, ça fourmille de données dans tous les sens. Alors, on va en énoncer sur l'emploi, sur même le tabac, sur la santé, sur l'éducation, sur tous les domaines. Il y a des statistiques très officielles et rien que ça pourrait être une espèce de bible. Alors, tu vois, moi, j'ai relevé tout ça au fur et à mesure de ma lecture, mais je voudrais que ça soit sur la charpente de ta thèse qu'on oriente notre discussion. En gros, ça répond pour moi à une question qui revient, mais où passent nos impôts ? Je lisais ça encore, une dame qui n'arrive pas à faire soigner son petit-fils à l'hôpital, une mamie, alors qu'il a un problème au cerveau, mais il n'y a plus de pédiatre, il y a la crise de l'hôpital. Elle dit, mais où passent nos impôts ? Et finalement, tu viens, on va le voir, répondre à ce paradoxe que, à mon sens, la gauche n'ose pas affronter, avec d'un côté un très haut niveau de dépenses publiques dans notre pays. Alors les libéraux nous disent, ils n'ont pas des records, 57%, on est les plus élevés en Europe. Et de l'autre côté, le sentiment que les services publics, au contraire, se dégradent. Et toi, tu viens, entre autres, répondre à cette question-là, avec comme axe majeur, sortons du dogme de la compétitivité. Tu dis en gros, depuis 40 ans, on a une économie sous perfusion. Sous perfusion générale. La perfusion du côté du déficit commercial avec, en régime normal, 60 milliards d'euros par an. Et en régime là de guerre en Ukraine, on va passer à peu près au double, voire plus, on va dépasser les 120 milliards d'euros. Donc là, c'est une hémorragie de ce côté-là, mais c'est aussi du salariat sous perfusion. Disons, depuis 40 ans, disons, depuis que l'ouverture à la mondialisation s'est accélérée et que l'objectif de nos gouvernants a été d'adapter l'économie française à cette mondialisation, on a dû baisser le coût du travail, ce qui s'est traduit par des exonérations de cotisations sociales depuis 1990. Donc, ça représente quand même ces exonérations par rapport à 1990 de l'ordre de presque 200 milliards d'euros en 2019. Donc, c'est massif. Donc, c'est des recettes en moins pour l'État. En parallèle, il a fallu financer le chômage de masse, qui n'a jamais été résorbé dans les 40 dernières années. Donc ça, c'est de l'ordre de 2 points de PIB. Il a fallu financer également les salaires trop faibles avec des primes d'activité, avec de l'argent pour l'exclusion, la pauvreté, etc. Disons, pour essayer de réparer la casse sociale liée à cette ouverture à la mondialisation. Ce qui fait que de tous les côtés, on perd de l'argent. Et tout ça sans résultat, puisque le déficit commercial continue de s'accroître, et ce qui fait que de toute façon, au lieu de ramener des capitaux, nous en perdons en finançant, disons, des produits importés fabriqués à l'étranger. Sur le diagnostic, tu dis grosso modo, comme on est rentré dans une logique de compétitivité, nos industries, elles n'étaient pas compétitives, donc il y en a une partie qui s'est fait broyer dans la machine, ça a produit du chômage de masse, et il y en a une partie, pour la rendre compétitive, on l'a subventionnée. Mais là où on avait du chômage de masse ou alors dans les métiers peu qualifiés qui n'étaient pas compétitifs, il a fallu du coup soit payer des aides sociales, soit subventionner les salaires. Et on a par ailleurs une économie qui est subventionnée à hauteur, il me semble, de 160 milliards d'euros, ça a été calculé dernièrement par an, d'aide aux entreprises pour, soi-disant, les rendre plus compétitives vis-à-vis de l'étranger. Tu dis ça marche pas. En fait, là-dedans, c'est surtout les exonérations de cotisations sociales, donc des recettes en moins de l'ordre de 60 milliards, toutes les niches fiscales pour les entreprises, donc des recettes en moins, et une petite partie, je crois, de l'ordre de 30 milliards de subventions directes. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que
la France subventionne des industries, disons, qui ont besoin d'exporter ou de ne pas, ou de faire face à la concurrence internationale. Cela peut tout à fait se défendre et je veux dire, dans un monde ouvert, il est tout à fait normal d'essayer de défendre ces entreprises. Mais le problème, c'est qu'au nom d'une certaine neutralité de la fiscalité, on a appliqué ça à tous les domaines. C'est-à-dire que les domaines complètement protégés, non délocalisables, bénéficient également de ces niches fiscales et de ces exonérations de cotisations sociales qui coûtent très cher à la société. Il n'y a qu'une seule partie de l'économie française qui est directement soumise à la concurrence internationale. Celle-là, il faut sans doute réfléchir soit par des protections, soit par des subventions à comment la protéger. Mais le reste de la collectivité, en tout cas des entreprises, n'a pas forcément besoin d'être subventionné, ce qui fausse bien sûr le niveau des prix et nous donne l'habitude d'avoir des prix artificiellement bas, des impôts artificiellement hauts, et le résultat économique et social n'est pour l'instant pas bon du tout. Quand il y avait eu la mise en place du crédit impôt compétitivité emploi, quand même à hauteur de 20 milliards d'euros par an, les 3 premiers bénéficiaires, c'était Casino, Carrefour et Auchan, et donc c'est 3 boîtes de grande distribution qui là n'avaient pas de compétition à l'international, c'était juste une compétition nationale sur un marché qui est fermé. Oui, et en plus de ça, je veux dire, François Hollande l'avait dit, sans contrepartie. C'est-à-dire que le modèle de la grande distribution française a sans doute des avantages en termes de pouvoir d'achat, etc., mais aussi des inconvénients sur lesquels on devrait faire levier. Je veux dire, la manière dont les producteurs, notamment les producteurs agricoles, sont obligés d'accepter des prix très bas qui leur donnent des revenus tout à fait insignifiants, devrait être quelque chose sur lequel on appuie pour demander à la grande distribution, en échange par exemple d'exonération fiscale, de faire des efforts dans ce domaine-là, ou des efforts sur la question de l'implantation des zones commerciales qui détruisent les petits commerces, qui obligent à prendre la voiture et qui nous font rentrer dans un cycle, je veux dire, qui n'est, je crois, pas très gagnant pour le pays. Et sans compter bien sûr les emplois, je crois que si on prend les emplois de caissière, il y a à peu près la moitié des emplois qui sont à temps partiel, dont une vaste majorité à temps partiel subi. Là aussi, il y a des choses qu'il faudrait sans doute régler. Tout ce qui est subventionné, l'agriculture, subventionnée. L'agriculture, c'est que on s'est habitué, mais là, je veux dire, c'est une faute collective. On a accepté de payer de moins en moins cher pour nos produits agricoles. Pourquoi ? Pour faire face à la concurrence étrangère, souvent la concurrence européenne. Mais on est rentré dans un cycle où nous payons moins cher nos produits agricoles, mais en échange, il faut subventionner l'agriculture, ce qui ne permet pas d'ailleurs aux agriculteurs de vivre très bien, très loin de là. Et on est rentré dans un cycle où on a oublié que l'agriculture d'abord était une fonction essentielle dans la société, mais qu'en plus les produits agricoles, en tout cas de qualité et fabriqués localement, ont un coût et qu'il va falloir accepter de payer. L'un des premiers textes sur lesquels je suis intervenu dans l'hémicycle, donc il y a 5 ans maintenant, c'était un texte de la droite qui disait qu'il fallait la compétitivité de l'agriculture française et que pour ça, il fallait baisser les charges, les cotisations, tout ça. Et ma première intervention est de dire que l'objectif de l'agriculture ne devait pas être la compétitivité. Mais ça suppose aussi des barrières douanières. Je crois que sur l'agriculture, c'est peut-être là où il pourrait y avoir le plus grand consensus pour dire que la souveraineté alimentaire est quelque chose d'important, surtout dans un monde avec des tensions géopolitiques qui montrent que les approvisionnements ne sont pas garantis. Mais l'agriculture a été très longtemps protégée par des barrières douanières. Il y a encore des manières souvent indirectes de protéger certains secteurs, etc. Mais oui, il est clair qu'on ne peut pas demander à la fois aux agriculteurs d'avoir une agriculture, disons, de meilleure qualité, avec plus par exemple, de bien-être animal, etc. et en même temps continuer à les soumettre à la concurrence extérieure. C'est perdant pour les agriculteurs, c'est perdant pour l'économie en général, car on finit par subventionner des importations qui ont peu d'intérêt social et économique. Alors le logement aussi, il est subventionné. Côté propriétaire avec les niches fiscales, côté locataire avec les APL. Là, il y a un problème, disons, plus global d'aménagement du territoire. Je crois qu'on n'a pas du tout pris à bras-le-corps dans les dernières décennies. Dans les décennies d'après-guerre, l'aménagement du territoire était quelque chose de clé. L'équilibre entre les territoires, la manière de gérer notamment l'exode rural lié à la baisse de la part du secteur agricole, etc. Dans les dernières décennies, on a laissé un petit peu les choses se faire toutes seules. Qu'est-ce qui s'est passé ? Désindustrialisation du pays d'un côté, donc en plus de la baisse du nombre d'exploitations agricoles, ce qui fait une certaine désertification du territoire, avec toutes les conséquences qu'on connaît en termes de fermeture des services publics et autres.
et concentration dans les métropoles, une métropolisation qui a été, encouragée par les pouvoirs publics. Forcément, plus il y a de concentration dans les métropoles et plus la valeur ajoutée se crée dans les métropoles, plus les prix de l'immobilier flambent. Il y a bien sûr beaucoup d'autres facteurs qui expliquent cette hausse des coûts de l'immobilier, mais il y aurait une réflexion à avoir au niveau national d'un certain rééquilibrage du territoire. Je pense que ça passe par une certaine relocalisation d'activités industrielles, mais il y a sans doute des choses à faire en termes de fiscalité, en termes de construction, etc., pour faire en sorte que le logement ne soit pas à des coûts prohibitifs pour les classes populaires, en créant en plus énormément d'inégalités en termes de patrimoine. Car s'il y a eu une augmentation des inégalités en termes de richesse dans la dernière période, c'est notamment lié à la hausse du coût de l'immobilier. Et là, il faut que, disons, les pouvoirs publics reprennent leur rôle, disons, en quelque sorte de planification ou leur rôle directeur, à se dire dans les décennies à venir comment faire pour rééquilibrer ces rapports entre territoires et notamment comment recréer des emplois dans les espaces qui en ont beaucoup perdu au cours des dernières décennies. On a dit tout ça est subventionné. Maintenant, se rajoute la couche supplémentaire, c'est les carburants, le gaz, l'énergie qui sont à leur tour subventionnés. On parle de sobriété depuis le mois de septembre, mais effectivement, c'est des chercheurs, des organismes, etc., ont mis ce sujet sur la table depuis au moins 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on aurait dû s'en emparer. Pourquoi ? Parce que notre dépendance aux combustibles fossiles reste très élevée, alors que nous n'en produisons aucun. Nous n'avons aucun intérêt à dépendre de ces combustibles fossiles, contrairement aux États-Unis ou à d'autres pays. Ce sont des combustibles fossiles qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique, donc on devrait vouloir s'en passer le plus vite possible. En plus de ça, ils coûtent énormément cher au pays, c'est-à-dire que la facture énergétique est très élevée en France. C'était de l'ordre de, disons, 50-60 milliards en année normale. Aujourd'hui, ça doit être le double, enfin près du double. Et en plus de ça, ça coûte cher aux ménages, car la dépendance au carburant, au fioul, au gaz, etc., donne des situations de précarité énergétique pour se chauffer et pour se déplacer. Donc là, nous avons tout intérêt collectivement à nous passer le plus vite possible de ces combustibles fossiles. Ça n'a pas été fait dans les années à venir. Espérons que cela sera fait dans les années passées. Dans les années à venir, pour l'instant, on n'en voit pas vraiment le chemin, puisque par exemple, une mesure comme les 110 km/h sur l'autoroute n'est même pas, disons, mise sur la table, alors que c'est une mesure qui permettrait une certaine réduction. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On finance l'importation de carburant. C'est un peu toutes les primes qui ont été faites récemment, la baisse du coût à la pompe. Il me semble qu'on est à quelque chose comme 70 ou 80 milliards de financement pour les entreprises ou pour les ménages liés à toutes ces hausses de prix et qui ont été, pour l'instant, presque que des mesures non ciblées, donc qui ont touché aussi bien les classes supérieures que les classes populaires, ce qui fait qu'une personne, disons, de classe supérieure avec une grosse voiture circulant en centre-ville voit son essence autant subventionnée que quelqu'un qui a des déplacements forcés à la campagne pour aller travailler. Donc quand on a fait la liste de toutes ces subventions à peu près tous les secteurs, et qui sont très différentes. Il y a des exonérations d'impôts, il y a des dépenses, etc. C'est très complexe. Mais on aboutit à un paradoxe qui est qu'à la fois on a dans notre pays un taux de prélèvement qui est élevé, et pourtant les services de l'État, eux, ils voient leur part dans le budget de la nation diminuer. L'éducation, la justice, la santé, tout ça voit son budget diminuer. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Là, il y a quelque chose où je crois que les libéraux ou la droite ont une grande responsabilité de ne pas avoir essayé de comprendre ce qui se passe dans les dépenses publiques. On dit toujours, effectivement, c'était 55% en 2019, je crois que c'est 59% en 2021, de pourcentage du PIB rapporté au PIB de dépenses publiques. Mais dedans, il y a des choses très différentes. C'est-à-dire qu'il y a toutes les dépenses, les prestations, les transferts, que ce soit pour les entreprises, pour les retraites et autres. Mais il y a les dépenses de fonctionnement, qui sont celles dont on parle le plus, c'est-à-dire la rémunération des agents publics et tout ce dont ils ont besoin, les ordinateurs, les véhicules, les bureaux pour travailler. Tout ça, cette part, c'est en gros autour de 18% rapporté au PIB.
Eh bien, par rapport à 1980, donc avant l'arrivée des socialistes au pouvoir, eh bien, cette part a légèrement diminué, a perdu un demi-point de PIB en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on met un tout petit peu moins d'argent qu'en 1980 dans nos services publics, alors que les besoins ont augmenté. Et c'est ça qui est très important de voir, les besoins ont augmenté. Pourquoi? Je prends juste deux domaines. La santé, donc les hôpitaux publics, le vieillissement de la population et en plus le progrès médical, etc., font que les besoins ont augmenté en termes de personnel, en termes de médicaments, etc. Donc il y a de plus en plus de besoins, mais des budgets contraints. Et l'éducation, on met de plus en plus de personnes jusqu'au niveau du bac ou faire des études supérieures, mais en parallèle de moins en moins d'argent dans l'enveloppe globale. Là, on aboutit à quoi? L'éducation qui est sous-financée, l'hôpital, on l'a vu depuis le Covid et ça ne s'est pas vraiment amélioré, qui est sous-financé, mais la même chose pour les tribunaux, pour la police, pour la recherche, pour à peu près tous les domaines de l'action publique. Et ça, les gens s'en rendent compte sur le terrain, avec par exemple la désertification des services publics, mais dans le discours public, on continue de dire 55 ou 59% de dépenses publiques, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc il faut vraiment regarder ces dépenses de fonctionnement. Je veux dire quelque chose sur ta méthode et son côté précis que tu apportes. Sur les dépenses d'éducation, tu nous dis, voilà, c'était dans les années 90, 7,7% du PIB, c'est aujourd'hui 6,6%, donc ça fait 1 point en moins. Mais tu nous dis aussi que les dépenses pour les élèves des 10% les plus riches, ça va être 3 fois plus que pour les 50% des classes populaires, pendant la totalité d'un parcours. Donc, tu es très précis dans les chiffres. Comment tu expliques qu'on est 57% de dépenses publiques et que pourtant, le budget de l'éducation, de la santé, de la justice et ainsi de suite est baissé depuis les années 80? Il y a quand même, où passent nos impôts? Alors, donc, on a ces, disons, 18%, enfin là, ça doit être un peu moins de 18% de dépenses de fonctionnement qui partent de côté. Ensuite, si on prend au niveau global, donc c'est 57%, il y a presque la moitié de ces dépenses qui vont dans deux postes, qui sont les retraites et la santé. Les retraites, c'est des cotisations sociales qui ont été payées par les travailleurs et qui sont ensuite reversées sous forme de retraite. Donc, ce n'est pas des dépenses publiques au sens de ça paye des salaires de fonctionnaires, etc. Ce sont des dépenses publiques qui reviennent directement dans les poches des particuliers. Et les dépenses de santé. Et là, il y a un gros problème sur ces deux postes. Alors d'abord, pour les comparaisons internationales, je veux dire, si vous avez un système de retraite privée, ça n'apparaît pas dans les dépenses publiques, mais ces dépenses, elles sont faites de toute manière. Donc ces dépenses apparaissent dans les dépenses publiques, mais je veux dire, c'est parce qu'on a fait le choix de socialiser ces dépenses. Elles ne seraient pas mieux gérées, et plutôt même moins bien gérées, si on privatisait ces dépenses. Parce que l'avantage du système public, c'est qu'il n'y a pas de dépenses de marketing, il n'y a pas de démarchage, etc. pour faire tel ou tel organisme, alors qu'aux États-Unis, c'est le cas. Il y a tout un business autour des retraites. Et pour la santé, il y a la même chose. Le vieillissement de la population crée de nouveaux besoins. Donc que ce soit les retraites ou la santé, il faut accepter la démographie telle qu'elle est aujourd'hui en France. Donc ces dépenses ont tendance à augmenter. Et là encore, pour les comparaisons internationales, dans le cas par exemple de la santé, il y a une partie qui appartient au secteur privé, c'est-à-dire les médecins libéraux avec les remboursements de sécurité sociale, et une partie publique avec les hôpitaux. En Allemagne, où les dépenses publiques de santé sont moins importantes, c'est tout simplement parce que les hôpitaux, pour une question de statut, sont comptés comme des dépenses privées et donc n'apparaissent pas. Mais si on regarde les dépenses de santé de la France et de l'Allemagne, c'est à peu près au même niveau dans le PIB. Donc il n'y a pas forcément d'exception française en termes de dépenses publiques, mais il y a des choix qui sont de mettre toute la santé, enfin presque toute la santé et presque toutes les retraites dans les dépenses publiques. Mais ça, il faut comprendre que cette masse santé et retraite n'a pas de raison de baisser dans les années à venir. Est-ce que c'est un problème, sachant que c'est de l'argent qui de toute façon revient dans l'économie sous forme de remboursement de santé ou sous forme de retraite? C'est pas forcément un problème. En revanche, ce qui est très problématique, c'est qu'on continue à faire porter une grosse part des efforts sur les dépenses de fonctionnement, donc la fonction publique, les services publics, où là, malheureusement, il faut se rendre compte qu'on a de plus en plus de besoins, et des besoins auxquels on ne répond pas.
l'éducation, on se rend compte, je veux dire, il y a de plus en plus de mesures qui montrent que l'éducation française décroche par rapport à ses voisins, etc. C'est pas un hasard. Si on met 1 point de PIB en moins par rapport aux années 90, c'est pas un hasard si l'éducation décroche. Et comment ça s'est traduit? Par le gel du salaire des enseignants, par la disparition d'un certain nombre de fonctions support qui obligent à faire toujours plus de paperasse, de bureaucratie, etc. Il y a beaucoup de choses qui expliquent, disons, le mal-être aujourd'hui dans l'éducation nationale. Et on trouve la même chose dans beaucoup de domaines, malheureusement. Donc le message, c'est vraiment, regardons les dépenses de fonctionnement. Elles ont diminué en part du PIB dans les 40 dernières années. Et étant donné les besoins en termes de vieillissement de la population, en termes de transition écologique, en termes de, tensions géopolitiques à travers le monde, il va falloir mettre plus d'argent. C'est aussi dans toutes les subventions aux entreprises, dans les subventions aux salaires, dans les subventions à l'économie générale, quoi. Alors ensuite, il y a quelques points de PIB qui passent effectivement dans les allocations chômage, parce que ça fait 40 ans qu'on accepte un chômage de masse qu'on ne résorbe pas. On dit qu'Emmanuel Macron a permis de baisser, de baisser le chômage. On est toujours autour, disons, de 7%. Mais si on prend l'ensemble du phénomène, c'est-à-dire le chômage, le sous-emploi, les gens qui voudraient travailler plus mais qui sont obligés d'être à temps partiel, et le halo du chômage, des gens qui sont comptés comme inactifs mais qui, en fait, aimeraient bien travailler, eh bien, ce volume-là n'a pas vraiment beaucoup baissé. À l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, il y avait 6 millions de personnes concernées par ces phénomènes, donc c'est quelque chose de massif en France. Au début de l'année 2022, il y avait 5,5 millions de personnes. Donc je prends les chiffres en valeur absolue, mais ça montre quand même un volume très important. Et donc toutes ces personnes-là qui en général gagnent très mal leur vie, sont rarement indemnisées, etc., sont obligées de vivre avec des allocations chômage, des prestations sociales, etc., car elles n'ont pas de travail. Une des priorités, si on voulait justement diminuer un petit peu la part des dépenses publiques, c'est d'avoir un plein emploi, et un vrai plein emploi, c'est-à-dire un plein emploi de qualité. Pas un plein emploi où on diminue les allocations chômage pour obliger les gens à accepter n'importe quel emploi, quitte à ce que ça leur donne des salaires très faibles ou que ça détruise leur équilibre familial, mais des emplois de qualité qui permettent aux gens de vivre de leur travail, qui était une grande revendication des Gilets jaunes, vivre dignement de leur travail, et qui permettrait, à côté de ça, de permettre aux, classes populaires de moins dépendre en permanence des transferts sociaux, que ce soit pour le logement, pour le chômage, pour la pauvreté, etc., pour vivre. Et ça, je crois que c'est un projet de société très important. Pour les salaires, puisqu'il y a une bonne et part même des pour les salaires avec et avec la prime d'activité. Oui, la prime d'activité, c'est à peu près 10 milliards par an, 10 milliards par an qui est payé par l'État au lieu d'être payé par les entreprises au nom de la compétitivité, et qui va d'ailleurs créer un problème social dont on n'a pas encore pris la mesure, c'est qu'au moment de la retraite, cette prime d'activité, il n'y a pas de cotisation, donc ça ne compte pas pour la retraite, ça ne compte pas pour le chômage, etc. Au moment de la retraite, il va y avoir une perte de salaire qui va être beaucoup plus importante pour les gens qui ont bénéficié de la prime d'activité par rapport aux générations d'avant. Et tout ça, c'est des choses qui vont, je crois, nous péter à la figure, malheureusement, si on ne prend pas des actions résolues. Donc, une priorité là-dessus, c'est un plein emploi de qualité, c'est-à-dire permettre à tout le monde, et notamment aux classes populaires, de vivre enfin dignement de leur travail. Et là, on revient sur la question du logement. Là, il faut faire en sorte qu'il y a un gros problème. Là, on est à Paris, là. À Paris, les gens qui ont des métiers, disons, qu'on dit peu qualifiés, travail du lien, etc., avec des SMIC ou parfois moins que le SMIC, parce qu'avec des temps partiels imposés, il est impossible de se loger, non pas à Paris, mais en région parisienne, ou en tout cas de se loger dignement dans ces conditions. Le paradoxe de où passent nos impôts, il s'explique par le fait que ça passe de plus en plus en subventions, ça passe en transfert en fait, mais ça passe pas en dépenses pour les services publics. Ah, ça c'est clair que non. Les services publics n'ont pas bénéficié d'un surcroît de dépenses dans les dernières 40 années, puisqu'il y a un accroissement des besoins et en même temps, les moyens ont stagné, voire plutôt régressé dans la dernière période. Donc là, maintenant, on passe chapitre solution. Comment on sort de cette spirale infernale, compétitivité, déficit commercial, transferts sociaux, chômage et finalement... insatisfaction générale. Perdant sur le terrain économique, perdant sur le terrain de l'environnement parce qu'on n'opère pas la transition nécessaire, perdant sur le terrain
sociale parce que tu montres que les budgets sont extrêmement contraints. Et il peut apparaître qu'il y a une redistribution effective dans notre pays, mais qu'une fois qu'on a enlevé les dépenses contraintes et tu les chiffres, c'est de plus en plus serré pour les classes populaires. Bon, donc comment on sort de cette spirale de perdant, perdant, perdant? La solution de Benjamin Brice. Alors, la solution, c'est toujours beaucoup plus compliqué, et puis c'est plus facile dans un livre que un décideur, disons, face à des choix impliquant toute la société. Mais je crois quand même que la priorité, c'est de sortir de cette obsession de la compétitivité et des exportations. Arrêtons de regarder en permanence la question des exportations qui nous fait prendre des décisions, je veux dire, très coûteuses pour la nation, très coûteuses pour les classes populaires en termes de flexibilité, de travail, de pression, etc. et très coûteuses pour les finances publiques. Et regardons plutôt la consommation et les importations. Et ce qui devrait nous inciter davantage à faire ça, c'est la question écologique. La question écologique, il y a un problème de surconsommation. Toutes les études d'opinion montrent que la vaste majorité de la population a conscience qu'il y a un problème de surconsommation. On consomme trop de combustibles fossiles, c'est clair, mais on consomme trop de matières, on consomme trop de métaux, etc. Nous consommons trop, disons, d'un point de vue matériel. Nous consommons trop de biens matériels. Et l'énorme avantage qu'a la France dans ce domaine-là, par rapport à des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ou la Suède, l'avantage de la France, c'est qu'elle est déjà gravement en déficit commercial et elle est largement désindustrialisée. C'est-à-dire que... Donc finalement, c'est un avantage. Je crois que, disons, pour réfléchir à la suite, c'est un avantage. On le voit bien pour l'Allemagne. L'Allemagne, depuis 20 ans, est devenue la championne de la compétitivité avec des excédents commerciaux, je veux dire, inimaginables. L'Allemagne n'a pas réussi à prendre le tournant, disons, géopolitique des tensions internationales. Parce que l'Allemagne a tellement intérêt, au nom de ses exportations, à rester en très bons termes avec la Chine, avec la Russie pour ses importations de gaz, etc., qu'elle n'a pas vu ce qui était en train de se jouer. Et elle s'est trouvée fort démunie quand les importations de gaz en provenance de la Russie ont cessé. Et je veux dire, nous ne sommes pas à l'abri que les tensions avec la Chine donnent le même genre de résultats commerciaux dans les décennies à venir pour l'Allemagne, qui dépend énormément pour son industrie de machines et automobiles de la Chine, pour importer des pièces détachées et pour vendre les voitures. Donc je crois que la France est à peu près le seul pays en Europe, en tout cas avant la crise en Ukraine, le seul pays en Europe à être grand pays en Europe, disons, à être en déficit commercial. L'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons miser sur de la relocalisation industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire la relocalisation industrielle? C'est le contraire de la délocalisation. La délocalisation a été faite au nom des prix bas, en produisant ailleurs dans le monde, souvent avec plus de dégâts environnementaux et, disons, moins de droits sociaux, on a importé des produits moins chers, ce qui a permis d'en consommer plus. Nous avons augmenté notre confort matériel, nous avons augmenté notre volume de consommation. Eh bien, il faudrait prendre le chemin inverse, c'est-à-dire relocaliser des activités industrielles. Relocaliser, ça veut dire, si on veut avoir des emplois de qualité, ça suppose de payer les gens et donc de renchérir en partie le coût des produits. Ça dépend bien sûr des produits, il y a des gains de productivité possibles, mais renchérir en moyenne les produits. Et ça suppose un effort de sobriété, c'est-à-dire des produits peut-être de meilleure qualité, mais en consommer moins. Et le gain environnemental est clair, parce que c'est moins de transport bien sûr. Notre énergie, ou en tout cas notre électricité, est bas carbone en France, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays. Pour ce qu'il en reste. Pour ce qu'il en reste de la plupart des pays dans le monde. Et nous avons des normes environnementales et sociales beaucoup plus strictes que la plupart des pays avec qui nous échangeons, en tout cas les pays en dehors de l'Union européenne. Donc là, tu dis, vu notre déficit commercial, c'est pas en exportant davantage qu'on va réussir à combler ça. Il faut changer de raisonnement et juste demander en priorité comment on va faire pour moins importer. Ça fait, disons, 30 ou 40 ans qu'on se dit il faut qu'on exporte plus. C'est ça le jeu de la mondialisation, il faut exporter plus. Et la consommation est libre, les importations sont libres. Encore là, quand Macron il est revenu de chez Biden, Biden qui lui a fait quand même un bras d'honneur. Puisqu'il a dit non, nous on mettra en place notre politique protectionniste, on va subventionner les entreprises pour qu'elles viennent s'installer sur le territoire américain. J'entendais Le Maire lundi matin, il disait que la solution, ça soit qu'on devienne plus compétitif et qu'on exporte à la fois nos vins et nos avions.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la position de Bruno Le Maire pourrait se comprendre si Bruno Le Maire était allemand ou suédois, etc. Mais du point de vue de la France, je crois que c'est une aberration. Parce que le problème de la France, c'est que nous sommes dans un bloc très largement excédentaire dans produits manufacturiers, l'Europe. Mais nous sommes en déficit. Donc nous avons sur ces questions-là commerciales pas du tout les mêmes intérêts que nos partenaires européens. Et je veux dire, nous avons tout intérêt justement à ce qu'il y ait plus de protectionnisme, plus de préférence pour les produits nationaux, etc. Mais pour revenir à la question des relocalisations, quels sont les avantages? Donc il y a un effort, qu'il ne faut pas cacher, un effort de sobriété. Un effort de sobriété matérielle, c'est-à-dire une moindre consommation en volume matériel, avec bien sûr, en tout cas pour les combustibles fossiles et pour les biens manufacturés. Mais qu'est-ce que ça permet? Ça permet de recréer des emplois, et notamment des emplois en dehors des métropoles, car les industries en général ne sont pas situées dans les métropoles. Ça permet donc d'avoir plus de recettes fiscales et moins de transferts sociaux. Plus d'emplois, c'est moins d'allocations chômage et plus de recettes sous forme de cotisations, etc. Et donc de dégager de l'argent, notamment pour les dépenses de fonctionnement et les services publics qui en ont bien besoin. Donc l'idée générale, c'est de relocaliser ces 2, 3 et maintenant plutôt 4 points de déficit commercial dans l'économie française, dont nous avons vraiment besoin et qui permettrait enfin de mettre de l'argent dans toutes les dépenses d'avenir dans lesquelles nous sous-investissons aujourd'hui et ce que l'on ne dit pas assez, ce qui va nous coûter très cher à long terme. Alors, tu vois deux leviers. Bon, alors, il y a un levier qui est très connu de ma part, qui est quand même le levier protectionniste. Ouais. Il faut des taxes aux frontières, il faut des barrières douanières, il faut des quotas d'importation. Bref, il faut une régulation du libre-échange. Je ne reviens pas trop sur ce point-là parce qu'il a déjà été largement débattu sur ma chaîne YouTube. Mais le deuxième point, c'est de dire qu'il y a un levier qu'aujourd'hui les politiques s'interdisent d'utiliser, c'est le biais de la consommation. Alors, bon, les deux sont liés, mais effectivement, la question du protectionnisme, on en parle de plus en plus, mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Le libre-échange a maintenant perdu. Je veux dire, il y a des retours de balancier au cours de l'histoire dans les 2 derniers siècles, que ce soit en France, en Angleterre, etc. Il y a des phases de libre-échange, des phases plus protectionnistes. Aujourd'hui, nous revenons vers une phase plus protectionniste. Mais ensuite, il y a quand même le levier de la consommation qui n'est pas du tout activé. Là, il y a plein de choses, mais ce qui manque, je crois, du côté de nos gouvernants, c'est se dire nous avons intérêt à moins consommer d'un point de vue matériel en volume, avec de la relocalisation. Et ça, c'est complètement en dehors, je crois, du logiciel de nos gouvernants. Alors, ce qu'on doit moins consommer, c'est tout ce qui est donc matériel. Pour prendre un exemple simple, par exemple pour le textile. Textile en France, dans les classes supérieures, il y a beaucoup de personnes qui ont les moyens de mettre plus d'argent ou d'acheter du Made in France. Si vous achetez du textile Made in France plutôt qu'acheter du textile, par exemple, provenant de Chine, vous faites un énorme gain en termes de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en Chine, l'électricité est produite à partir de charbon. Vous faites un gain en termes de localisation d'emploi et vous faites sans doute un gain de sobriété en termes de volume de consommation, parce que par rapport à un t-shirt qui vient de Chine que vous pourrez payer 10 ou 15 euros, un t-shirt made in France, c'est de l'ordre de 40 euros. Donc ça s'adresse aux classes supérieures. Oui, mais donc justement, là, c'est quand même un problème. Parce que tu dis ça s'adresse aux classes supérieures, mais là on est en train de faire une politique pour tout le pays, pas spécialement pour les classes supérieures. Mais alors, il faut commencer à mettre à contribution les classes supérieures. Ça, je crois que c'est clair. Le gros problème de la sobriété, c'est que c'est un mot qui arrive au moment où les Français se serrent la ceinture. C'est-à-dire, dans les classes populaires, pour tout un tas de raisons, le pouvoir d'achat est très fortement contraint. Et là, avec l'inflation, ça ne va pas s'améliorer. Donc, je crois que les classes supérieures ont un énorme rôle à jouer pour plusieurs raisons. C'est ce sont elles qui polluent plus. Je veux dire, même si on regarde l'empreinte des biens que l'on consomme, si on regarde l'empreinte de notre mobilité et tout, les classes supérieures, en tout cas les 10%, en général, c'est 2, 3, 4 fois plus d'émissions qu'un ménage dans les classes populaires. Donc en volume, ce n'est pas du tout négligeable. Deuxièmement, elles ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour acheter des produits meilleurs pour l'environnement et meilleurs pour le pays. Et troisièmement, elles ont aussi une fonction de prescription. C'est-à-dire que tout le mode de la consommation est souvent tiré par la consommation des classes supérieures. On l'a vu par exemple avec les SUV.
les SUV se sont imposés petit à petit dans les grosses voitures. En France. Les grosses voitures sont imposées en France, d'abord par les classes supérieures, qui ont aussi les voitures les plus sophistiquées, les correcteurs de trajectoire et tout ça, les études sociologiques montrent que ce sont les classes supérieures qui commencent. Et petit à petit, ça se diffuse, ne serait-ce que par le marché de l'occasion, où de toute façon, il faut acheter les voitures qui sont sur le marché. Donc, les classes supérieures ont quand même un rôle qui est très important, même si, et quand je parle de classes supérieures dans le livre, je parle des 20, 30 ou 40% de la population du haut. Ce n'est pas le 1% ou le 0,1%. C'est quand même quelque chose d'assez massif. Comment tu fais pour qu'ils achètent? Ton pull, il vient de France, toi, Alain? Mon pull, c'est le Saint-James, ouais. C'est quoi? Ça vient de France, du coup. Donc c'est un pull qui vient de France. Mais c'est parce que, disons, j'ai les moyens de le payer. Et je veux dire, c'est pas... On ne peut pas forcer. Comment tu fais pour que tout le monde achète du pull dans les classes sup, puis après on parlera des autres, mais pour que tous tes collègues et les miens, ils achètent du pull français? Alors, il faut d'abord que la parole politique soit tournée là-dessus. Je veux dire, le Made in France, on en a parlé de temps en temps, on en parle de temps en temps. C'est une des demandes qui sont importantes dans les études d'opinion, la relocalisation d'activités industrielles en France. Et pourtant, dans le débat public, il y a eu un moment, au moment du Covid, Bruno Le Maire avait dit achetez plutôt des produits français, mais ça a complètement disparu. Donc ça, il faut que... Ça me rappelle un bouquin, je ne sais pas si tu as lu Ajun Chang. Non, ça te dit rien? C'est un Sud-Coréen qui était exilé aux États-Unis, un prof d'économie, et qui a écrit des bouquins justement sur le protectionnisme, parce qu'il lit dans les rapports, je ne sais pas si c'est du FMI ou qui, regardez comme la Corée du Sud s'en est bien sortie grâce au libre-échange. Il dit mais c'est n'importe quoi. Moi, dans ma jeunesse, quand quelqu'un avait une bagnole américaine, on lui crachait dessus. Parce qu'il ne fallait pas acheter américain, c'était du déficit. Quand quelqu'un mâchait un chewing-gum, c'était américain, on lui mettait des torgnoles pour qu'il arrête de mâcher du chewing-gum. Parce que ça créait du déficit commercial. Et en fait, il dit, la Corée du Sud s'est grandie en se protégeant. Et après, il fait une relecture de toute l'histoire, mais enfin, en tout cas aussi avec des impositions sociales partagées sur le terrain de la consommation. Oui, mais c'est pour ça, le déficit commercial est une question centrale, et le problème, c'est que dans le débat politique, c'est surtout les libéraux et la droite qui s'en emparent, et pour promouvoir des politiques de compétitivité. C'est très important de remettre ça, c'est un enjeu de crédibilité économique, mais c'est très important de remettre ça parce qu'il y a des enjeux écologiques, des enjeux sociaux et des enjeux de finances publiques derrière cette question. Mais ensuite, quelles sont nos marges de manœuvre? Il y a la fiscalité quand même. Mais par exemple, là, regarde, t'es filmé, par un appareil Lumix, c'est marqué, il y a quand même à peu près 100% de chances qu'il ne soit pas fabriqué en France. Ah oui. On arrête tout de suite la vidéo ou pas? Ah non, bien sûr que non. Je veux dire, non, surtout pas la vidéo. Mais il y a quelque chose. Non, mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se passer d'importation. Il faut le reconnaître pour l'énergie, etc. Mais par exemple, que ce soit ces appareils-là, ou même si on prend, disons, les ordinateurs et les téléphones. Ordinateurs et téléphones, juste donc ordinateurs et téléphones, c'est 18 milliards de déficit public de déficit commercial en 2021. 18 milliards, c'est quand même massif. C'est presque un point de PIB. Bon, là-dessus, comme on ne les produit pas et comme on ne va pas les produire, en tout cas à court terme, il faut qu'on en consomme moins. Consomme moins, ça veut dire moins renouveler les appareils. Moins renouveler les appareils, c'est imposer des garanties plus longues, imposer des normes de réparation qui d'ailleurs pourront créer de l'emploi local et réguler la publicité. Je veux dire, c'est pas normal d'avoir de la publicité en permanence pour renouveler c'est surtout renouveler les téléphones, alors que ça a un coût si élevé d'un point de vue écologique, mais un coût si élevé d'un point de vue économique pour la France. Il y a des choses comme ça qui, je crois, sont aberrantes, car nous n'avons pas intérêt à consommer de plus en plus de téléphones et d'ordinateurs. Un autre lieu évident de déficit commercial, c'est le pétrole et le gaz. Comment tu fais? Pétrole et gaz, là, ça va passer par... Il y a une chose qui est majeure, c'est la rénovation thermique des bâtiments. La rénovation thermique des bâtiments permet de consommer, en tout cas là où il y a des chaudières à gaz et au fioul, de consommer moins de combustibles fossiles. Là, c'est tout à fait gagnant. C'est tout à fait gagnant pour les gens qui ne se chauffaient pas assez et qui vont pouvoir chauffer à une température normale. Et c'est gagnant pour le déficit commercial, car ça nous coûte très cher d'importer ces combustibles fossiles. C'est gagnant pour la facture des ménages. Donc là, il faudrait investir massivement, mais au lieu de mettre des aides dont les gens peuvent se saisir, etc., on prend toutes les passoires thermiques du pays, notamment celles au fioul et au gaz, et on commence à investir massivement là-dedans.
quitte à ce que les gens ne mettent rien et à ce qu'on récupère sur la consommation, ou quelle que soit la manière de le faire. Mais il faut quelque chose de volontaire où on aille directement avec comme objectif principal de commencer par là où c'est le plus facile, de réduire notre consommation de combustibles fossiles. Même chose pour la voiture. La voiture, le tournant des grosses voitures, des SUV, en plus avec de plus en plus d'électronique. Aujourd'hui, dans une voiture, je crois qu'il y a quelque chose comme 40% du prix d'achat d'une voiture est lié à l'électronique. Tout ça, c'est de la valeur ajoutée qui est très loin de notre pays. La voiture, au début des années 2000, nous étions en excédent commercial. Aujourd'hui, si on prend la voiture, les équipements et tout, on doit être à quelque chose comme 25 milliards de déficit. C'est quelque chose de massif. On a tout à fait intérêt à encourager, disons, la production de voitures plus légères, plus sobres, encourager cette production en France, car aujourd'hui, ce type de véhicules sont produits à l'étranger. Là, il faut que l'État s'engage pour dire à long terme, nous allons privilégier ces voitures fabriquées localement et, disons, avec des tailles raisonnables, pour que les industriels puissent se projeter, faire les investissements nécessaires et que l'on produise de plus en plus de voitures de taille raisonnable et localement. Voilà, là, c'est un... T'as tout réglé, là. Non, je veux dire, dans les faits... Le vêtement, c'est bon, l'électronique, c'est bon, la bagnole, c'est bon, les logements, c'est bon. Dans les faits, je crois que c'est bien sûr compliqué, il faut rentrer dans le détail des questions, mais ce qui me paraît très important, c'est de se rendre compte que nous avons intérêt à aller dans cette direction-là. Et donc en jouant sur la consommation et pas en jouant sur la production, sur l'exportation. Oui, sur l'étiquetage, sur la publicité, sur les règles, sur les normes, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer et on devrait jouer. La fiscalité, par exemple, la prime écologique. Donner une prime écologique, c'était le cas il y a encore un an, je crois, à des véhicules Tesla qui sont plutôt surdimensionnés et qui ne sont pas produits en France, on subventionne des importations. Quel intérêt l'État français a-t-il à subventionner des importations ? Je veux dire, une fois que l'on s'est mis dans cette optique de se dire on a intérêt à consommer moins en volume, en tout cas en consommation matérielle, mais relocaliser l'activité industrielle, je crois que derrière, les politiques publiques pourront s'orienter autrement. Et la dernière chose, c'est notamment les achats publics. Les achats publics, je crois que c'est quelque chose comme 20% de la consommation finale en France. Je veux dire, on met la pression sur les services publics, par exemple les hôpitaux, pour dépenser de moins en moins d'argent. On leur donne de moins en moins d'argent, disons, par rapport aux besoins qui croissent. Quand on met la pression comme ça sur les établissements publics, forcément, quand il s'agit de faire des achats de masques, de blouses, etc., on compare les prix et malheureusement, quand les prix sont moins élevés pour les importations asiatiques, souvent, ils peuvent gagner par rapport à des industriels français. C'est complètement absurde du point de vue macroéconomique. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié à des facteurs psychologiques ? J'en vois deux points de blocage. Prôner un patriotisme de la consommation quelque part, ça suppose qu'il y a un sentiment national fort, à la fois chez nos dirigeants et dans le pays. Est-ce que ça existe encore de manière suffisamment puissante ? Et ensuite, jouer sur la consommation, quelque part, on te réplique vite que c'est une atteinte à la liberté individuelle. Pour la nation, j'ai l'impression quand même que il y a 10 ou 15 ans, on pouvait se dire que la nation était très attaquée, on rêvait d'une Union européenne plus fédérale, etc. Mais je crois aujourd'hui, c'est un peu comme le protectionnisme. La nation, en tout cas pour les décennies à venir, a plutôt gagné. L'avenir est aujourd'hui plutôt de ce côté-là. On l'a vu par exemple avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'ont jamais brandi les drapeaux européens, ne sont jamais adressés aux institutions européennes. Ça a toujours été au niveau national. C'est là que les gens mettent encore leur passion politique, c'est là que les gens ont l'impression qu'on peut encore faire quelque chose, même s'il y a beaucoup de résignation. Donc, de toute façon, nous allons dans un sens où c'est au niveau national, pas seulement, mais je crois principalement, que vont se jouer tous ces enjeux. Et ensuite, la question des libertés individuelles, ça c'est très intéressant, mais il y a une question d'équilibre. Nous sommes dans des démocraties libérales. Il y a une question d'équilibre entre libéralisme et démocratie. Dans la dernière période, pour des raisons, je veux dire, tout à fait légitimes, de lutte contre le totalitarisme, beaucoup de raisons légitimes, nous avons beaucoup insisté sur la liberté individuelle, la liberté du consommateur, etc. Mais l'autre pôle, le pôle démocratique, est également très important et il faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'il y a une adhésion populaire ou une adhésion nationale à aller dans cette direction ? Je veux dire, si c'est imposé à la population, ça ne marchera jamais. Ça fait 40 ans qu'on impose des efforts de compétitivité à la population. Au début, on y a cru.
de moins en moins. La population en a de plus en plus ras-le-bol, on le voit dans les études d'opinion. Les gens n'en veulent plus, mais on continue d'imposer ça. Mais si demain on dit « Attendez, on s'est trompé, c'est pas la compétitivité, c'est la sobriété qu'on va vous imposer. Maintenant, les efforts, il faut les faire dans cette direction. » sans qu'il y ait une adhésion, ça ne marchera jamais. Donc il faut montrer les fruits de ce que l'on fait, et c'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'il faut commencer par les classes supérieures. Mais d'un point de vue philosophique, je veux dire, si on lit Montesquieu, si on lit Tocqueville, si on lit même Benjamin Constant, la notion de les libertés collectives, les libertés politiques et la capacité de se gouverner nous-mêmes est également très importante. Je veux dire, la liberté individuelle est quelque chose à préserver, mais la liberté collective a aussi une dignité en soi. On a tendance à peut-être, je pense trop, penser à un penseur comme Friedrich Hayek, pour qui la démocratie est plus quelque chose d'instrumental pour permettre de préserver les libertés individuelles. Mais nos régimes, je veux dire, si on regarde la Révolution française, si on regarde la Troisième République, etc., nos régimes ont en général voulu tenir ces deux pôles de droits, disons, individuels qu'il s'agit de préserver et il faut les préserver, mais en même temps une capacité politique de nous gouverner nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous gouverner nous-mêmes, ça implique d'agir sur la consommation, que ce soit d'un point de vue économique, social ou écologique. Alors tu montres dans le bouquin que de toute façon, la consommation, c'est certes une liberté, mais en même temps, c'est une liberté quand même très conduite, très contrainte. Par exemple, tu cites un sondage qui, au moment de l'introduction de la 5G, disent que seulement 3% des Français attendent cette technologie avec impatience. Et la conclusion qui en est tirée par YouGov, donc l'Institut de sondage, c'est qu'il va falloir que les équipes marketing se mettent au boulot et redoublent d'efforts pour convaincre les gens d'aller acheter du nouveau matériel lié à la 5G. Et en sens inverse, tu dis, oui, finalement, il y a des trucs où on n'hésite pas à réguler la consommation, mais comme c'est plutôt sur les pauvres, on n'en parle pas trop. Le tabac. Tu dis, le tabac, on l'a rendu à la fois coupable et hors de prix. Pour quelqu'un qui consomme un paquet par jour, c'est un quart d'un SMIC qui est dépensé là-dedans. Or, 4/5 du prix, ce sont des taxes qui rapportent à hauteur de 15 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 fois plus que l'ex-impôt de solidarité sur la fortune. C'est un impôt qui est dégressif, qui pèse nettement plus sur les plus pauvres que sur les plus riches. Et là, on a utilisé manifestement la taxe sur la consommation pour transformer des habitudes. Et là, dans ce cas-là, c'est accepté. Et tu dis, finalement, pourquoi ce qu'on fait sur le tabac, on ne le ferait pas sur l'avion, on ne le ferait pas sur les grosses voitures, on ne le ferait pas sur le textile. C'est ça un peu l'idée. Oui. En tout cas, si on voit que ça va dans le sens, disons, de ce qu'on pourrait appeler un certain intérêt général. Si on a l'impression que ça va dans la bonne direction et qu'on arrive à avoir une adhésion populaire là-dessus, je veux dire, c'est tout à fait possible et acceptable. Et ce qui est paradoxal avec le gouvernement, c'est qu'on accepte des contraintes très fortes du côté de la production. Je veux dire, le recul de l'âge de la retraite dont on parle en ce moment. Pour les personnes qui ont des métiers pénibles, pour les personnes qui travaillent, qui sont debout, qui portent des charges, qui travaillent dehors, dans le froid, etc., je veux dire, repousser l'âge de la retraite, c'est quand même un drame ou une catastrophe humaine qui est réelle, qui, je veux dire, contraint les libertés, contraint les possibilités de vie, etc., notamment avec toutes les maladies professionnelles liées aux articulations, liées à beaucoup de choses. C'est quelque chose de très, très contraignant. Et j'ai du mal à comprendre comment on accepte des choses comme ça qui ont un impact majeur et négatif sur des millions de vies dans le pays, et qu'à côté de ça, on ait tant de mal à accepter de réguler la consommation sur le trafic aérien, sur la vitesse sur autoroute ou sur les grosses voitures. Alors que l'impact, je veux dire, sur les gens est quand même bien moindre. Et en plus de ça, l'impact pour nos finances publiques, l'impact pour notre économie et l'impact environnemental est beaucoup plus important. Voilà, ce sont les débats qu'il faut poser, car le gouvernement et en tout cas nos sociétés sont aussi très normatives ou très directives dans un certain nombre de domaines, mais plutôt sur la production que sur la consommation. Encore une fois, je crois, intéressons-nous plus à la consommation et aux importations qu'aux exportations, à la production. Pour moi, c'est vraiment un livre majeur que je recommande Merci très beaucoup. fortement, à la fois pour sa charpente, la thèse qu'il développe, qu'on effleure ici, mais aussi pour toutes les données qu'il véhicule. Et en gros, l'idée de passer, donc, à la place d'avoir l'obsession des exportations, passer à limiter nos importations, à la place d'avoir l'obsession de la compétitivité, s'interroger sur notre sobriété, à la place d'avoir l'objectif permanent de produire plus, avoir pour objectif
de consommer un peu moins, quoi. Je trouve que du coup, rentrer dans un débat qui est foncièrement écologique, c'est l'avenir de la planète qui est en question, mais le faire par le biais de l'économie, du déficit commercial et de choses très sérieuses, je trouve que c'est bien vu. Voilà. Merci.